Merci. Je voudrais, monsieur le modérateur, je voudrais entrer dans le rituel pour adresser mes remerciements, notamment à l'organisateur de cette conférence débat, pour notre devenir. Il m'a été demandé, à la suite, notamment de ces brillants orateurs, de réfléchir également sur les think tanks à l'épreuve des crises sociales et des conflits armés. Je voudrais faire mienne, notamment la perspective qui a été développée par la sociologie, notamment celle de Marcel Mauss et celle d'Emile Durkheim, qui ont consacré la dimension pathologique des conflits, considéré notamment les conflits comme étant notamment une pathologie, et les entrepreneurs du conflit comme étant notamment des pharmaciens, des médecins, n'est-ce pas, la rescousse, n'est-ce pas, de ces malades. Je voudrais également prendre avec moi l'autre réflexion qui est celle notamment de Georges Simmel, qui considère notamment le conflit comme étant un créateur de liens sociaux. Créateur de liens sociaux parce que, quel que soit véritablement ce qui arrive à la suite d'un conflit, le conflit est toujours facteur de socialisation, c'est-à-dire de transformation de la société. Les conflits sont des contradictions d'ordre idéologique, des contradictions d'ordre idéologique, social, économique, culturel, qui surgissent notamment dans la vie des sociétés, dans la vie des peuples. Je voudrais ici rentrer dans une perspective qui sera purement une perspective internationaliste pour considérer véritablement l'analyse du conflit en partant, n'est-ce pas, du lien que je vais construire entre l'interne et l'externe. On ne saurait comprendre notamment les conflits et les crises sociales sans consacrer un continuum qui pourrait exister, notamment entre l'interne et l'externe, dans l'appréhension, notamment des conflits. Pour dire que quoi? Pour dire que de mon point de vue, de la même manière que le commerce, de la même manière que la paix, de la même manière que la guerre, le conflit crée, et les crises créent des marchés. Créent des marchés. Parce que la paix et la guerre sont des formes d'interaction avantageuses, sont des formes d'interaction bénéfiques. La paix et la guerre sont des formes d'interaction avantageuses, sont des formes d'interaction bénéfiques. Je me ferai taper dessus par les chantres de l'humanisme juridique, mais je voudrais rester dans une perspective purement internationaliste pour dire que les modèles exogènes qu'on a utilisés pour produire la paix, notamment sur notre continent, ces modèles s'avèrent limités. Ces modèles produisent peu de résultats. Et aujourd'hui, on est à la quête, n'est-ce pas, de nouveaux modèles en vue, n'est-ce pas, de construire un univers de paix chez nous. Ce qui nous amène notamment à l'opportunité de cette réflexion sur les think tanks africains, à l'épreuve des crises sociales et conflits armés en Afrique. Ce que je voudrais dire ici, c'est que mon hypothèse part du fait qu'il faut ici considérer le marché de la paix et de la guerre comme un champ d'idées, un champ de modèles, un champ de force où seul, n'est-ce pas, où seule notamment la capacité africaine à construire des modèles endogènes ouverts aux standards internationaux peut nous permettre notamment de ramener la paix. Peut nous permettre de ramener la paix et justement la sécurité en Afrique. Ceci dit, cela va nous permettre notamment de répondre à la réflexion qui nous a été donnée par une double entrée. La première entrée ici, c'est de dire que on constate une déconnexion stratégique des think tanks dans la réflexion et dans la recherche des solutions
aux crises et aux conflits africains du fait, n'est-ce pas, de la prédominance des modèles exogènes, notamment ce qui pose pour certains tout le débat sur l'africanisation de la gestion des crises, tout le débat sur l'africanisation de la gestion, n'est-ce pas, des conflits en Afrique. Donc, la première entrée, c'est celle de dire qu'on observe comme une forme de déconnexion des think tanks africains dans la recherche et la réflexion sur les solutions africaines aux crises et conflits. La deuxième entrée, ce sera de dire qu'au regard de cette déconnexion, il faut plutôt travailler à une recentralisation institutionnelle de think tanks dans la prévention, think tanks africains, dans la prévention et la gestion des crises et des conflits en Afrique, parce que nous posions bien la question de l'opportunité, véritablement des think tanks africains dans la recherche de solutions africaines aux conflits africains. En partant de la déconnexion stratégique, le concept de déconnexion que nous essayons d'adapter sur la base de la réflexion de Samir Amin, ici, cherche à mettre en avant le fait que si l'Afrique veut sortir d'un certain nombre de désagréments que nous connaissons, il lui faut contrôler le destin des crises et des conflits. Contrôler le destin des crises et des conflits, c'est contrôler à la fois la production des idées, des plans, des stratégies, des modèles qui seront nécessaires, notamment à la résolution des conflits, sur le continent. Au-delà de l'analyse des facteurs internes sur lesquels beaucoup d'auteurs reviennent, la déconnexion ici, pour nous, va être lue à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le faible contrôle que nous exerçons sur notre environnement. Le faible contrôle que nous exerçons sur notre environnement. Quelle serait donc l'opportunité, notamment des think tanks? Puisque nous disons que le marché de la paix est un modèle, et n'attendez pas que les modèles venus d'ailleurs, n'est-ce pas, vous permettent de sortir de vos conflits. N'attendez pas que les modèles d'ailleurs viennent vous permettre de sortir de vos crises, puisque nous voyons des missions qui font 17 ans, 18 ans, 35 ans sur le continent africain, sans aucun impact sur la transformation, notamment de la vie des citoyens. Donc, d'où le faible contrôle que nous exerçons, ce faible contrôle exercé par les think tanks sur leur environnement, est d'abord la faible maîtrise de cet environnement pour pouvoir, n'est-ce pas, anticiper sur les crises, n'est-ce pas, et essayer d'envisager quels sont les intérêts des acteurs, n'est-ce pas, qui gravitent autour de l'Afrique. L'argument souvent évoqué pour justifier cette déconnexion du contrôle sur son environnement est qu'en Afrique, la perception de l'ennemi est davantage l'ennemi interne. Les think tanks devraient travailler sur la maîtrise de l'environnement, à la fois africain, mais également sur la maîtrise de l'environnement international. Qui sont les partenaires? Que viennent-ils faire? Que cherchent-ils à gagner quand ils posent tel acte ou tel autre acte? Quels sont leurs agendas? Est-ce qu'au terme véritablement d'une année, les think tanks peuvent nous produire des réflexions sur l'Afrique telle qu'il sera vu, notamment en 2021, en 2022, en 2023, en 2024? Quelles sont les marges de manœuvre que l'Afrique véritablement pourrait mettre en œuvre pour permettre de se sortir de cet étau dans lequel il peut être confiné? La définition de l'ennemi s'est souvent parée du complexe hérité de la colonisation, c'est-à-dire celui du partenaire bienfaiteur, du partenaire vertueux. Mais l'analyse, notamment des crises politiques en Afrique, nous permet de décomplexer, n'est-ce pas, ce complexe, Donc, la réflexion stratégique et prospective s'en trouve donc viciée lorsqu'on ne peut pas anticiper sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques des acteurs avec lesquels nous fonctionnons. Lorsqu'on ne peut pas analyser et scruter les changements opérés dans la politique étrangère de certaines puissances, lorsqu'on ne peut pas analyser cela et voir quelles sont les incidences
notamment sur notre devenir. Lorsqu'on ne peut pas épiloguer sur la place et les marges de manœuvre de l'Afrique dans ce jeu de force, sans sous-estimer les facteurs internes, je le dis bien, avec lesquels les facteurs externes sont en relation, nous pensons que la spécialisation des think tanks africains sur notamment les pays de la région, sur les partenaires, permettra aux chercheurs de manifester leur aptitude à traiter des sujets de leurs compétences avec des méthodes éprouvées en train de résultats qui seraient plus à même d'aider, n'est-ce pas, nos États dans la décision stratégique. La déconnexion, si elle est le produit de du faible contrôle exercé sur l'environnement, la déconnexion est également le produit de la sous-traitance des problématiques africaines par les think tanks. La grosse question ici est très simple. C'est comment peut-on sous-traiter la réflexion sur notre existence? Comment peut-on sous-traiter une réflexion sur notre existence avec des cahiers de charges, avec des termes de référence? Comment peut-on sous-traiter, n'est-ce pas, la réflexion sur notre souveraineté, sur notre existence? Donc la sous-traitance des problématiques africaines par les think tanks peut être en partie le résultat ou alors lié aux difficultés de financement, mais il faut savoir que ça porte sur un domaine complexe. Ça porte sur un domaine de souveraineté, c'est celui de notre existence en tant qu'État, en tant qu'entité stable. En tant qu'entité stable, il s'ensuit donc une dépendance des think tanks à l'égard des financements, dépendance qui permet alors d'avoir des démarches de recherche qui tentent de dissocier l'interne de l'externe, de travailler davantage dans la périphérisation, n'est-ce pas, des causes des conflits, démonstration qui ne va pas au-delà des prescriptions des termes de référence. Enfin, la sous-traitance des problématiques africaines par les think tanks africains est un obstacle à l'africanisation de la gestion des crises, par la production des solutions endogènes, African Solution pour African Problem, n'est-ce pas? Ici, une illustration assez cocasse peut être faite autour, n'est-ce pas, des luttes qui se sont opérées au sein du CODESRIA entre les partisans du maintien des financements occidentaux et les partisans de l'ouverture, n'est-ce pas, au financement asiatique et donc en particulier chinois. C'était dramatique, n'est-ce pas, cet écartèlement du CODESRIA, n'est-ce pas, à la quête, n'est-ce pas, de ces financements étrangers. C'est ce qui nous amène donc à poser sur la table la réflexion sur la recentralisation institutionnelle des think tanks dans la prévention et la gestion des crises et des conflits. Cette recentralisation peut être opérée à partir de la réhabilitation de la fonction d'anticipation stratégique des think tanks et la restructuration managériale, notamment de ces think tanks. Il faut d'abord une réhabilitation de la fonction d'anticipation stratégique des think tanks et même une restructuration managériale. Commençons par la réhabilitation de la fonction d'anticipation stratégique des think tanks. La construction d'un univers pacifié passe par la réhabilitation de la fonction d'éveil, parce qu'en réalité, au lieu de travailler de temps en temps, je fais partie de cette école qui pense qu'il faut davantage travailler à ce que les conflits ne surviennent pas. Parce que lorsque le conflit survient, il est difficile à contrôler, y compris par les acteurs qui ont été à l'origine, n'est-ce pas, de son déclenchement. Donc il serait très intéressant, dans un premier temps, de travailler notamment à anticiper les fonctions d'éveil, d'alerte, n'est-ce pas, que les think tanks pourraient jouer, de formulation stratégique et prospective, des éléments de politique susceptibles notamment d'adresser les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pour ce faire, les think tanks peuvent conduire des projets de recherche, réaliser des notes de consultation, des études, des rapports, n'est-ce pas, pour les institutions. Ils peuvent organiser des tables rondes comme celle-ci, qui est la bienvenue, des séminaires, des présentations publiques. Ils peuvent également, notamment, ils peuvent éditer des revues, rédiger des ouvrages, des annuaires, n'est-ce pas, pour essayer de nous présenter notre rapport au monde, notre rapport notamment dans le monde. Les think tanks doivent donc réaliser ce travail sur l'ensemble des cycles de crise que sont la prévention,
l'urgence humanitaire, la reconstruction post-crise, la réhabilitation, le développement, ainsi que les liens entre ces différentes phases. Mais si nous devons réhabiliter la fonction d'anticipation stratégique des think tanks, nous ne pouvons pas le faire également sans une restructuration managériale des think tanks. Cette restructuration managériale pose l'épineux problème, notamment du financement. La soutenabilité de nos think tanks passe par la mise en place des sources de financement qui peuvent provenir notamment de nos États. Qui peuvent provenir des contributions des membres, des contributions des entreprises citoyennes, parce que si vous voulez faire des chiffres d'affaires dans un environnement qui est déstabilisé, vous n'allez pas pouvoir le faire. Des entreprises, des financements et donc dédiés au programme de recherche et aux activités, à l'organisation des conférences, parce qu'il est important de mentionner l'exigence du respect du principe d'indépendance avant l'acceptation du taux de financement, parce que lorsqu'on regarde les projets de recherche dans lesquels nous sommes engagés, avec des termes de référence, vous faites un papier, on le corrige 10 fois, alors que vous avez la certitude que vous avez donné tout, mais parce que ça ne respecte pas, n'est-ce pas, le cahier des charges et les lignes, n'est-ce pas, qui ont été tracées par le bailleur, vous n'arrivez pas véritablement à le faire admettre. La deuxième chose, c'est la constitution des équipes pluridisciplinaires pour essayer de dénouer, n'est-ce pas, la complexité des crises, à partir notamment, vous savez que quand vous lisez un auteur comme William Zartman, qui travaille sur les conflits, William Zartman vous dit que l'un des problèmes véritablement de la résolution des conflits aujourd'hui, c'est l'identification, n'est-ce pas, des causes du conflit sous-jacent. Nous faisons davantage de la gestion, c'est-à-dire une opération de saupoudrage qui permet d'aboutir à des solutions qui sont des solutions satisfaisantes et non des solutions optimales. Parce que la preuve, c'est que quelques temps après, les conflits reprennent, n'est-ce pas, à l'échelle de la planète et à l'échelle de l'Afrique. Il y a également le primat d'une expertise contextualisée. Une expertise contextualisée, les think tanks africains devraient travailler notamment à restructurer les modèles qui ont cours chez nous et qui sont utilisés pour construire, n'est-ce pas, la paix. Avant que les autres n'arrivent, nous avions notamment nos propres mécanismes qui pourraient fonctionner et qui, s'ils sont véritablement développés, systématisés, ils pourraient produire notamment une réflexion assez bénéfique, assez utile. D'ailleurs, quand on regarde un peu dans l'univers, n'est-ce pas, de la résolution des conflits africains, le modèle de la facilitation est un modèle qui emprunte davantage aux valeurs. Et on voit que dans le champ de la résolution des conflits africains, la facilitation a supplanté la médiation qui est davantage plus dirigiste, plus injonctive et autres. Donc, vraiment, voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre bienveillance.